salue tous les lecteurs et internautes de Monde Afrique. Nous avons la chance aujourd'hui de nous entretenir avec M. Moulay Hafid El Alami, qui est à la fois ministre de l'Industrie du gouvernement marocain et aussi un des grands industriels marocains présents d'abord dans l'assurance, il est le leader panafricain de l'assurance aujourd'hui, mais aussi dans l'offshore, aussi dans l'immobilier, dans les cliniques privées. Voilà. Et il nous fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui pour parler de l'industrie marocaine. Alors, que des bonnes nouvelles. Autant, il y a 10 ans, il y avait des inquiétudes, ce fameux rapport McKinsey qui disait que le Maroc n'avait plus d'avantages comparatifs, etc. Enfin, il y avait une vraie inquiétude par rapport à la mondialisation, etc., de la situation relative du Maroc. Mais alors aujourd'hui, bonnes nouvelles pleuvent. Comme ministre, c'est un ministre heureux. Peugeot qui s'installe au Maroc. Les contacts avec les Chinois, en arrivant il y a 2 ans au ministère de l'Industrie, vous aviez dit il faut faire avec les Chinois. Or, vous faites avec les Chinois des localisations possibles des Chinois au Maroc. Bon, et sur l'électronique, etc., vous marquez des points. Vous annoncez que vous allez même pouvoir mettre en avant des champions nationaux marocains peut-être dans les mois, les années qui viennent, et non seulement faire venir les investissements étrangers au Maroc, mais aussi avoir des filières marocaines d'excellence, etc. Alors, vous êtes un ministre heureux? Absolument, au moins heureux. Je crois que le travail qui a été fait par mes prédécesseurs, sous l'impulsion et les orientations du roi du Maroc, qui a eu une volonté forte de changer la méthodologie d'approche. Vous savez qu'il y a une vingtaine d'années, l'ensemble du monde fonctionnait avec des plans quinquennaux que l'on polycopiait tous les 5 ans, avec quelques modifications. Eh bien, il y a eu une volonté de mettre en place une vraie vision pour un ensemble de secteurs, et je parlerai plus particulièrement du secteur de l'industrie. Mais l'ensemble des secteurs au Maroc ont été couverts par des visions globales, intégrant l'ensemble des acteurs, avec des vrais benchmarks et un vrai positionnement, tenant compte des faiblesses de ces secteurs-là et de leurs atouts. Les faiblesses, on va en parler, mais d'abord les forces. Par quels atouts vous avez réussi à attirer, par exemple, Peugeot au Maroc? C'est une énorme victoire. Vous avez déjà Renault, vous avez 2 grands géants de l'automobile qui viennent. Pourquoi ils viennent au Maroc? Alors, j'imagine qu'ils viennent au Maroc pour faire de l'argent. Bien sûr. Voilà. Et je crois que le premier critère essentiel, c'est que vos opérateurs, à la fois nationaux et internationaux, trouvent leur bonheur. C'est pour ça qu'on fait des ministres heureux, c'est quand les opérateurs sont heureux. Et pour y arriver, eh bien, il a fallu dessiner un jour une vision et une volonté. Ça veut dire des zones franches, un certain nombre d'avantages fiscaux, douaniers? Bien au-delà. Ça, c'est des conséquences. Il faut d'abord décider est-ce que vous voulez être dans un secteur ou pas. Et nous avons décidé, d'une page blanche, d'être par exemple dans l'aéronautique. Il y a une quinzaine d'années, j'étais président du patronat dans le temps, et le président de la Fédération d'aéronautique est venu me voir en me disant on voudrait avoir un rôle à jouer dans ce secteur-là. Ça me semblait un peu... J'étais perplexe, je trouvais ça un peu poussé, etc. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, nous avons le 3e avionneur mondial qui est implanté au Maroc, qui fabrique des avions, qui est Bombardier. Nous avons Boeing qui est installé en JV avec la Royal Air Maroc. Nous venons de faire installer Airbus avec ses filiales Stelia, avec un écosystème total. Et autour de ces grands avionneurs, vous avez 130 équipementiers dans l'aéronautique qui sont implantés au Maroc. Donc qui fabriquent pour ces avionneurs-là, mais qui et pour le Maroc, mais qui fabriquent surtout pour l'international et pour les... Mais c'est des sociétés étrangères qui s'implantent au Maroc ou des sociétés marocaines? Alors il y a à la fois filières marocaines. Alors ça dépend des filières, ça dépend des secteurs. Prenons le cas de l'aéronautique. La majorité a commencé par être étrangère, parce qu'on n'avait pas d'opérateurs dans le secteur aéronautique au Maroc. Aujourd'hui, nous avons plusieurs Marocains qui se sont intéressés à ce secteur-là et qui se sont investis en ayant des partenaires, ou sans avoir de partenaires, parce qu'ils avaient le savoir-faire, et qui se sont développés dans ce secteur-là. Dans l'automobile, nous avons énormément d'équipementiers marocains, totalement marocains. Est-ce que vous avez suffisamment de main-d'œuvre qualifiée? Est-ce que vous n'avez pas un problème de ressources humaines au Maroc?
Alors, les rapports officiels soulignent ce déficit-là. Alors, pas les élites, parce qu'on sait que les élites marocaines ont fait toutes les grandes écoles en France, aux États-Unis et ailleurs. Et d'ailleurs, c'est une des raisons de la crédibilité du Maroc à l'étranger. Ce sont ces élites hyper formées, hyper éduquées. Mais après, on a l'impression qu'il y a des classes moyennes supérieures, où il n'y a pas toujours les compétences, parce qu'il y a trop de docteurs en philosophie, en sciences humaines, et pas assez d'ingénieurs, pas assez de techniciens. Oui, je vois, mais écoutez... Non, vous êtes d'accord avec le constat que je dresse? Je le partage qu'à moitié. Ce que je constate sur le terrain, parce que nous avons fait un travail très approfondi à ce niveau-là, mais le meilleur témoignage n'est pas au niveau des pouvoirs publics, c'est plutôt au niveau des opérateurs qu'il faut le recueillir. Alors, en fonction des secteurs, la grande majorité des secteurs de l'industrie, voire la totalité des secteurs de l'industrie, sont extrêmement heureux et se retrouvent avec une main-d'œuvre qualifiée de tout premier plan. Que ce soit Safran, que ce soit Boeing, que ce soit Renault, Peugeot, etc. Prenez le cas de Renault, c'est une des plus belles usines et des plus compétitives de tout le réseau Renault, Dixit, Carlos Ghosn. Donc, si vous voulez, nous avons fait un travail colossal de formation par les écoles publiques et privées, mais aussi par la formation professionnelle. Et avec, prenons le cas de Renault, nous avons des écoles spécialisées à l'intérieur de Renault pour former les gens spécifiques pour Renault. Pour Peugeot, c'est exactement la même chose. Il y a des ingénieurs aujourd'hui qui sont implantés, qui travaillent pour Renault et qui vont friser le nombre de 1000 ingénieurs. Et mais dans quel secteur vous avez un peu des déficits de main-d'œuvre qualifiée? Alors, les main-d'œuvre qualifiées, on peut avoir des déficits, par exemple, dans les centres d'appel. Les centres d'appel se sont développés de façon importante, ont aspiré toute la catégorie de population dont ils avaient besoin, et la formation n'a pas été nécessairement au rythme des besoins. Donc nous sommes en train de rattraper ce gap parce que les opérateurs soulignent cette rareté de la ressource humaine dont ils ont tant besoin. Donc lorsque vous parlez d'ingénieurs, nous avons aujourd'hui des entreprises européennes, américaines, qui délocalisent leurs centres de recherche au Maroc. Et alors même les Chinois, pourquoi les Chinois délocalisent au Maroc? Alors écoutez, quand j'ai annoncé que les Chinois allaient délocaliser tout... Oui, personne n'y a cru. Évidemment. Évidemment, heureusement qu'on tient quand même. Hein, quand dans certains sujets, il faut être têtu et essayer de tenir la barre. La Banque mondiale avait déjà décelé en 2013 que la situation en Chine était en train d'évoluer. La Chine a décidé, n'a rien subi, a décidé de changer son modèle économique, passant d'une usine mondiale, c'est la plus grande usine au monde, à un consommateur aussi. Parce que jusque-là, c'est un pays qui ne consommait pas. Et donc le besoin de créer une demande intérieure a poussé la Chine... Ils ont leur classe moyenne. À créer la classe moyenne et elle a fabriqué. Le salaire minimum, qui était il y a 5 ans à $100, est aujourd'hui à $500. Et dans les zones où il y a de la pression de recherche d'emploi, enfin... Par les employeurs, on est déjà à $700. Et au Maroc, on est à combien? On est à $300 aujourd'hui. Donc il y a une vraie... Donc quand ils étaient à $100, évidemment la compétitivité chez nous souffrait, et nous avons vu, comme la grande majorité des pays qui ont une industrie chez eux, des pans d'industrie disparaître du jour au lendemain au profit de la Chine. Nous avons eu la région de Tanger qui a disparu en 6 mois, parce que la compétitivité chinoise était quasi imbattable. Aujourd'hui, il y a un changement, il y a un changement de paradigme. Aujourd'hui, c'est que la délocalisation se passe de la Chine vers le reste du monde. Et il y a, d'après la Banque mondiale, 85 millions d'emplois qui vont changer passant de la Chine. Vous surfez sur cette vague. Et alors, il y a aussi un facteur décisif, on surfe entre autres sur cette vague. C'est la stabilité politique du Maroc. Alors évidemment, les mauvaises langues vont dire le Maroc va bien parce que l'Algérie va mal, parce que la Tunisie va pas très bien. Donc délocalisation de la Tunisie vers le Maroc, donc essoufflement algérien et donc les entreprises viennent aussi. C'est mignon. C'est mignon comme réflexion. C'est des gens qui soient. Oui, mais je trouve ça mignon et quelque peu léger parce que il y a eu 0 délocalisation de Tunisie vers le Maroc, 0. Ah oui. Je vous défie de me sortir une entreprise qui a été délocalisée de la Tunisie vers le Maroc. Il n'y en a pas.
À ma connaissance, il n'y en a pas. Un. Il n'y a jamais eu de démarche faite par le Maroc pour aller dépouiller ce qui se passe ailleurs. Donc cet esprit-là ne figure pas dans notre catalogue, désolé. Donc il faut aller chercher ailleurs. Quant à l'Algérie, je ne pense pas qu'il y ait eu de compétition entre l'Algérie et le Maroc sur ces sujets-là. Là, c'est par ailleurs politique. Il y en a, c'est par ailleurs. Mais une question, alors vous avez développé ce concept d'écosystème en matière industrielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par? Ah, écoutez, le concept est très simple. C'est que pendant plus d'une décennie, et ça, je pense que toute la littérature en parle, le Maroc a bâti son industrie brique par brique. Nous avons travaillé secteur par secteur. Ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est de transformer ces briques-là en mettant du ciment en bâtiment. C'est-à-dire que... En champions nationaux. Entre autres, mais pas uniquement. Pas uniquement. Ce que nous voulons, c'est que dans un secteur, on mette en équation l'ensemble des intervenants. Et je vais vous expliquer un exemple concret. Si vous prenez dans l'automobile un rétroviseur que vous achetez en petits morceaux par un constructeur, qui l'assemble chez lui, c'est une option. Donc vous achetez chez chaque fournisseur. S'il y a un changement de 5% du prix pour l'acheteur de chez Renault, eh bien il changera de fournisseur. Option 2, c'est que ceux qui fabriquent tous ces composants du rétroviseur se mettent ensemble en écosystème, fabriquent chacun la pièce correspondante et montent le rétroviseur qu'ils livrent à Renault. Plusieurs éléments se produisent. D'abord, vous allez découvrir qu'il manque un ou deux dans l'écosystème pour compléter la capacité que vous aurez à monter ce rétroviseur. Parce qu'il vous manque deux vis, la petite ampoule, etc. Une fois que vous avez mis tout ça en place, vous allez chercher ces industriels en leur disant, regardez, montons ensemble un écosystème. Eh bien, quand vous vendez à Renault votre rétroviseur complet, si un des composants a pris 5% de valeur, l'impact sur l'ensemble du rétroviseur sera 0, quelque chose. Donc la chance de perdre ce contrat-là est diminuée. Deuxièmement, le donneur d'ordre développe une espèce d'incompétence parce que la petite unité de montage de tout cela pour en faire un rétroviseur disparaît au profit de ceux qui le montent, qui sont les sous-traitants. Et donc la localisation de ce type d'entreprise est beaucoup plus forte que par le passé. Donc cette démarche d'écosystème, on ne l'a pas inventée, elle existe et plusieurs pays en ont fait leur croissance et leur développement. Elle a donné des résultats invraisemblables, inattendus chez nous au Maroc. Je m'attendais à ce que ça fonctionne. Mais autant, très sincèrement, ça marche mieux que ce qu'on imaginait. Donc aujourd'hui, les écosystèmes donnent un résultat très intéressant et l'ensemble des fédérations par métier se sont intéressées. C'est l'automobile qui a été la première à décider d'emboîter le pas et d'intégrer les écosystèmes dans leur démarche. Pour finir sur ce volet, pourquoi il n'y a pas plus de champions nationaux marocains dans toutes ces filières? Dans tous ces domaines industriels, il y a une capacité réelle, évidente du Maroc à attirer les investissements étrangers et multinationales, mais en termes de fabrication de leaders par filière, etc., pour l'instant, on ne voit pas grand-chose apparaître. Ce n'est pas ma lecture. Je crois que c'est méconnaître le tissu économique marocain. Vous avez dans le textile une véritable histoire. Mais à l'exportation, on voit déjà des résultats. Par exemple, la filière textile a été très très malmenée par la mondialisation, etc. Aujourd'hui, elle se redresse et elle revend à l'export. D'abord, elle se redresse parce qu'elle revend à l'export fortement, et une vraie croissance est repartie. Deuxièmement, prenons le cas, le concurrent le plus féroce, qui était les Chinois. Aujourd'hui, j'ai des Chinois qui s'installent au Maroc pour lancer des industries textiles au Maroc. C'est pas mal. Est-ce que vous imaginez ce changement? Je crois qu'on ne réalise pas. Vous avez des opérateurs chinois qui délocalisent de Chine pour venir s'implanter au Maroc. Et c'est pas seulement pour le niveau des salaires, c'est aussi pour le niveau de l'expertise. Absolument, absolument. Vous savez, quand vous faites des avions et des voitures, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Et que ceux qui font ces avions et ces voitures sont des employés marocains. Est-ce qu'il vous faut une preuve supplémentaire? En tout cas, moi quand je parle à ces opérateurs internationaux, ils sont émerveillés et
Ça me rend heureux. Mais tant mieux. Alors, une dernière question un peu polémique, c'est Bien normal, sûr, c'est la avec loi du plaisir. genre. Non, apparemment, actuellement, il y a des... sur l'Office des phosphates marocain, une grande entreprise phare, on parle d'une privatisation possible et d'arrivée de capitaux américains, et il paraît qu'il y a tout un débat au sein du gouvernement et de l'entourage royal. Est-ce qu'il faut faire la part belle aux Américains ou au contraire continuer avec les partenaires classiques, français notamment? Est-ce que ce débat existe? D'abord, je ne vois pas pourquoi ça serait... Je ne suis pas au courant, je ne suis pas donc dans la boucle, je suis, à ma connaissance, membre à la fois du gouvernement et administrateur. Oui, vous avez quelques raisons d'être au courant. Et administrateur au sein de l'OCP. Hein, donc, et je ne suis pas au courant de ce que vous faites partie, parce que je crois que les fantasmes existent aussi. Hein. Ils font partie de notre monde. Maintenant, je rentre dans votre raisonnement et cette hypothèse. Pourquoi serait-il problématique de réfléchir à une stratégie d'un opérateur stratégique dans un pays? Est-ce que dans un autre pays industrialisé, on peut aller acheter une banque sans se poser de questions? La réponse est non, moi je vous le dis, c'est mon métier, je suis spécialiste dans le secteur financier. Vous pouvez acheter ni banque ni compagnie d'assurance sans avoir l'accord de l'État. Chez nous, l'OCP, c'est extrêmement sensible. Bien sûr. Voilà. Donc dans un autre pays, est-ce que vous pouvez aller vous installer, acheter des raffineries de pétrole? Ça ne se vend pas. C'est pas un paquet. En concertation avec l'État, bien sûr. C'est pas un paquet de bonbons. Hein, c'est un peu plus important. Donc c'est pas polémique. Et s'il devait y avoir ouverture du capital, qui est un sujet qui a été évoqué et discuté, qui n'est pas encore, il n'y a pas de décision de prise, j'espère qu'il y aura des responsables en charge de veiller à regarder qui va être actionnaire d'un actif aussi stratégique dans notre pays. Bien sûr. Dernier souhait pour l'industrie marocaine, pour qu'elle aille encore mieux, s'il y avait un point vraiment sur lequel vous allez vous battre là, dans les semaines à venir. Écoutez, ce pour lequel je me bats depuis déjà un moment, et je continue, c'est que sur l'ensemble de notre continent, il puisse y avoir une part importante de ce qui bouge au niveau de la Chine, par exemple, mais aussi de partenariats avec l'Europe qui puissent intégrer fortement les pays africains. Vous savez, je crois que c'est important pour nos partenaires européens et occidentaux d'intégrer la dimension Afrique. Nous avons un continent avec plus d'1 milliard d'habitants et de consommateurs qui est en train d'évoluer à grande vitesse, et souvent des croissances à 2 chiffres. Donc un continent d'avenir, mais qui passe par une période qui nécessite probablement une attention toute particulière. Donc je pense que les partenariats croisés entre Européens, Américains et Africains sont essentiels pour une croissance harmonieuse de l'ensemble du monde. C'est un continent qui recèle des richesses importantes, qui est en train de retrouver au fil du temps un positionnement important dont les chefs d'État successifs des différents pays sont en train de rentrer tous dans une éthique et une normalité par la force des choses. Eh bien, observons de près ce continent, accompagnons-le parce qu'il le mérite et il nous le rend bien. Donc, et le Maroc est un formidable relais entre le monde occidental et l'Afrique subsaharienne. C'est un des hubs, c'est un des relais importants aujourd'hui. Il joue déjà le rôle. Je dois vous dire que le Maroc est premier investisseur. Le Maroc est premier investisseur. Votre groupe investit plus dans l'Afrique anglophone que l'Afrique francophone. Pour quelle raison, vous dites? Parce que pour moi, l'Afrique est un continent complet et que je ne fais pas de distinction de langue entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Moi, je fais du business. Quand je parle du groupe, je fais du business, donc je ne fais pas de politique de langue. Et je crois que ce continent-là, le Maroc joue un rôle extrêmement important. Les premières banques, les premières assurances, les premières cimenteries, etc., sont toutes marocaines. Les banques marocaines distribuent plus de 50% des crédits qui sont distribués dans toute la zone UEMOA. Donc si ce n'est pas un rôle stratégique que nous jouons d'accompagnement, c'est notre intérêt. Notre intérêt n'est pas que nos voisins, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, soient en mauvais état, bien au contraire. Nous leur souhaitons beaucoup de bien, parce que notre bonheur dépend du leur, et l'Europe, vous l'avez bien vu, se constitue
en essayant de faire en sorte que l'ensemble des pays européens lèvent la tête et se trouvent dans une situation positive. Les derniers événements nous l'ont montré. Eh bien, pour moi, notre continent doit vivre le même cheminement. Et Sa Majesté le Roi travaille régulièrement avec des missions en Afrique, à la fois pour qu'au niveau économique, il y ait des avancées, des percées importantes, parce que nous croyons à cette région et que l'accalmie et la pérennité et la sérénité ne peut venir que par cela. Et il ajoute à cela toute l'approche d'un islam modéré, d'un islam marocain, qui est partagé par plusieurs pays d'Afrique. Et comme vous avez pu suivre au niveau de l'information, il y a eu un vrai travail de contribution du Maroc dans ce sens-là. Donc nous sommes... Création d'un centre de formation des imams. Des imams, Un absolument. début. Absolument. Et la formation in vitro, mais aussi avec une université qui est assez Que la France emblématique. n'arrive pas à faire depuis 40 ans, vous le faites. Bien, On n'a écoutez, pas réussi à créer en France des centres de formation d'imams. je ne pense pas que vous ayez les compétences pour faire cela. Apparemment, non. Apparemment, Non, non. c'est pas faire. Bon, je pense que le roi du Maroc a un Une rôle légitimité que. Oui. religieux que vous pouvez difficilement avoir. Chacun ses qualités. Et je crois que la contribution importante du Maroc dans ce sens-là, nous en sommes conscients et nous le faisons sciemment et volontairement parce que pour nous, notre bonheur passe par le bonheur total de notre continent et du monde. Nous sommes ancrés dans cette mondialisation, c'est une ouverture que nous avons souhaitée. Nous jouons à plein les règles de l'OMC et nous comptons continuer à militer pour un monde heureux. On a commencé notre entretien sur le mot bonheur et est-ce qu'on était heureux? J'espère qu'on le sera tous. Merci Monsieur le Ministre, merci infiniment C'est un pour plaisir. cette contribution. Merci beaucoup.